Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% qui, je l'espère, sera productif et dans lequel nous pourrons suivre un reportage consacré à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, la critique de Need for Speed Most Wanted, dans Retro Magic on aura du Robocop et tout ça par élimination, vous l'aurez compris, ce sera après les news. Le studio français The Game Atelier, à qui l'on doit les excellents Sunflowers et Gauge, a sorti il y a quelques jours un tout nouveau titre téléchargeable sur iOS. Appelé Super Tiny Leap, il reprend le principe d'un doodle jump, mais avec une superbe esthétique pixel art rappelant Super Crate Box. L'objectif consiste donc à faire grimper toujours plus haut un minuscule robot qui sera capable de rebondir contre les parois, mais pas seulement. Petite subtilité ayant clairement son importance et permettant au jeu de se distinguer du très casual doodle jump. Le joueur pourra placer lui-même des boîtes sur l'écran, contre lesquelles notre Tiny Robot rebondira. 3 modes de jeu sont proposés, basique, binary et extrême, une version d'essai gratuite étant téléchargeable. On avait déjà eu l'occasion de vous parler rapidement de Fall Blocks, le successeur de Pool Blocks. Malo, le sumo que vous dirigez, est de retour pour de nouveaux puzzles où vous allez devoir pousser des blocs dans tous les sens et déjouer la gravité pour atteindre votre objectif qui semble hors de portée. Expliqué comme ça, cela n'a l'air de rien, mais on se laisse prendre au jeu très rapidement. De plus, un éditeur de niveau et la possibilité de partager en ligne ses créations semblent assurer un contenu supplémentaire non négligeable à ce titre, dont on vous reparlera sûrement. Bonne nouvelle pour ceux qui tenaient absolument à avoir une édition physique de la BO de Journey. C'est maintenant possible grâce au label Something Else Music Works du distributeur new-yorkais Something Distribution. Le travail du compositeur Austin Wintory faisait une bonne partie du charme et de l'ambiance envoûtante du jeu de Z Game Company. La musique du jeu était déjà disponible depuis un moment dans l'édition collector de Journey, ainsi qu'en version dématérialisée. Quelle que soit la version pour laquelle vous craquerez, c'est un petit moment de magie assuré. Et la tentation de replonger une nouvelle fois dans le jeu afin de gravir encore une fois cette satanée montagne. De bien belles news en effet. Alors pourquoi un 100% productif? Vous savez, on est déjà en novembre, c'est bientôt la fin de l'année, donc par conséquent la fin du monde. Et aussi la période des exercices fiscaux de fin d'année. Et donc, par voie de conséquence, peut-être aussi la fin de la chaîne. Alors je me suis dit, au cas où ce serait pas la fin du monde, on va essayer quand même peut-être de donner un coup de pub à la chaîne. Hein, ce serait pas mal, ce serait sympa pour la fin de l'année. Alors je me suis dit, il faut trouver un truc qui réussisse à marquer les esprits, à s'inscrire dans la durée. Bon, je me suis dit, je vais tout miser sur le look. Alors, j'ai mis le t-shirt avec Harlock, hein, et puis un t-shirt orange, parce que ça marque l'orange. Regardez par exemple Naruto. Tout de suite, pof, Naruto, orange. Et orange, on pense à Naruto. Bah d'ailleurs, on regarde tout de suite le reportage. Naruto, le shonen incontournable de Kishimoto Masashi, a débuté sa publication au Japon en novembre 1999. Depuis, on ne compte plus ses adaptations en jeux vidéo. Parmi celles-ci, CyberConnect 2 s'occupe entre autres de la série des Ultimate Ninja Storm depuis 2008. Alors que le titre est encore en cours de développement, nous avons rencontré Matsuyama Hiroshi, l'infatigable président de CyberConnect 2. はい、ナルトメットストームシリーズの開発を行っています。サイバーコネクト2の松山と申します。よろしくお願いします。 Après un Storm 2 dont l'histoire s'arrêtait à l'invasion de l'organisation Akatsuki, Young Generations, un peu à part, l'histoire abordée dans ce titre semble se concentrer sur la partie la plus récente de Naruto. そうですね、まあ世界中の皆さんがやっぱし、待ちに待っているのは、ナルトの最新のエピソード、であると、認識してますんで、いきなり最新のエピソードから遊べるように、しています。16年前に起きた、キュービ事件から、物語はスタートをします。 そして、今現在、アニメや、漫画原作で、連載を続けています、第4次忍界大戦の最新のエピソードまで、全て楽しめる予定になっています。これはナルトのストーリーの謎の一つでもあるんですけども、木の葉の里を、16年前に襲った、キュービの陽子が、町で暴れてそれに立ち向かう、3代目そして、4代目、母と、父
これはナルトの、両親になるんですけども、彼らがそこで命を落とします。そして、ナルト出生の秘密っていうものがそこで描かれます。ナルトが生まれた秘密ですね。はい。En plus de l'histoire, le jeu en a profité pour être amélioré à de nombreux niveaux par rapport aux précédents titres. 本作はナンバリングの、ナルティメットストーム3になってますんで、最新キャラクターっていうものはもう、今まで、過去最大の、プレイアブルキャラクター数になります。そしてもう一点が、ナルトのもう一つの魅力である、壮大なドラマ、これを、追体験でき、迫力のボスバトル、これがストーム2以上に、パワーアップをしています。協力プレイは今のところ予定はしておりません。ストーリーモードに関しては1人で、長く、遊べるようになってますし、対戦に関しては、ジェネレーションという最新作がありますけども、それ以上にさまざまなモードを引っ提げてですね、世界中の、プレイヤーで競い合えるような、仕組みになっています。Les batailles contre les boss avaient disparu de Generation, elles font leur grand retour dans Storm 3. Même si cela n'est pas évident de les intégrer au jeu, comme nous l'explique Monsieur Matsuyama, cette fois-ci à Tokyo, lors d'un événement pré-TGS Namco Bandai Games. けど一番難しいのはやっぱボスバトルですね。ただ迫力のボスバトルができるだけじゃなくて、やっぱナルトのその物語を、しっかりとやっぱ体験できるように作ってますんで、ボスバトルとそのドラマの流れをちゃんとこうつないで臨場感を持って遊べるようにするっていうのが毎回我々がやっぱ苦労しているところです。原作では物語的には負けるシーンがあってもゲームで負けるのは正解じゃないじゃないですか。なのでゲームプレイでは相手に勝つんだけども、その後物語的に、ちゃんと負けなきゃいけないんで、その辺の矛盾をこうどう毎回表現するのかっていうのはいつも頭を悩ませているところですね。Les retours des boss géants est sans aucun doute le signe que le studio prête particulièrement attention au feedback de ses joueurs. 皆さん、話を、我々も世界中からよく意見をいただくんですけども、なるだけその1対1の、バトルを長く楽しみたいっていうやっぱ要望が多いので、はい、そこにやっぱ力を入れています。我々、サイバーコネクト2の、開発サイトがあるんですけども、そこではですね、今現在も、このナルティメットシリーズに対する、要望を、意見を受け付けています。もうすでにこの要望はですね、2万件を超えて、世界中の、いろんな意見というものを我々は日々、受け止めて、そして、開発に生かしています。日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、さまざまな言語でそうです、要望が来ています。それはバンダイナムコゲームズと協力して翻訳をして、そして我々開発者のもとに届けられるようになっています。Le studio travaille depuis 2006 sur l'adaptation de Naruto en jeu vidéo au travers de plusieurs séries. On peut légitimement se demander si, à la longue, ce n'est pas difficile de toujours se renouveler. それ以上にやっぱ原作がすごくエキサイティングで、我々にいつも新しいインスピレーションをくれます。当然、岸本先生は毎週少年ジャンプの連載で、お忙しいので、いつもコンタクトを取っているわけでは、ありません。少年ジャンプを作っている集英社に、我々は、全ての映像や仕様っていうものを提出をして、そこで監修を受けてフィードバックを受けています。ただ、いくつかの案件に関しては、岸本先生に直接、確認をしていただかないといけないような部分が出てきた場合には、集英社を、通してですね、岸本先生に直接確認をいただいて、そして、フィードバックをいただいています。一応我々はいろいろ信頼いただいているということで、いろいろ我々のアイデアで作ってますけども、ただ要所要所は必ず岸本先生にも集英社にも確認をいただいてます。我々は普段から日本で、毎週放送されている40本の、アニメーションを全部見ています。そして、今までに放送された、日本産の、いわゆるアニメーション、これらの、DVD やブルーレイディスクっていうものを、会社の中に4000本、ライブラリとして、置いてますんで、開発者はみんなその4000本のライブラリをいろんなところを見て、さまざまなアニメ表現っていうものを研究して、最新のテクノロジーで、ゲーム開発を行っています。La qualité de l'animation semble en effet avoir fait encore un bond en avant pour ce nouveau Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Laissons maintenant conclure Monsieur Matsuyama avant de pouvoir mettre la main sur ce jeu prévu pour le printemps 2013. そうですね、ストームシリーズで今までやってきて、同じ遊びにならないように、飽きられないようなやっぱ工夫をするっていうことと、同時にやっぱし漫画アニメの原作の方が、毎回やっぱ新しい表現で作品が作られているので、我々もそれを超えるべく
たくさんの人たちに、新しいゲームプレイ体験っていうものを与えるべく日々頭で悩ましてます。ここで答えを見つけてみせる。Alors bon, effectivement, ça paraissait une bonne idée Naruto, mais j'ai pas trop envie quand même de me coller des années d'études de ninjutsu. Non, finalement, il faut trouver autre chose. Alors j'ai réfléchi encore. Évidemment, voilà ce que je peux faire. Pomper une idée d'un truc qui marche en ce moment. Bon, en ce moment, ce qui marche le plus, hein, c'est Psy avec le Nyan Nyan Cat Style ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Il faut faire un buzz sur Internet, un truc énorme. Comme ça va me rapporter plein d'argent, que je pourrais réinvestir dans la chaîne, et en gardant quand même un petit peu pour satisfaire ma passion des voitures de course. Hein. Et ça tombe bien, parce que comme ça, je pourrais choisir ma prochaine voiture en jouant à Need for Speed Most Wanted. Les sportifs et autres stars de la chanson vous le diront, le plus compliqué ce n'est pas de se hisser au sommet, c'est d'y rester. Cette maxime est évidemment valable dans le monde du jeu vidéo et Electronic Arts est bien placé pour le savoir. Pendant que son FIFA revenait d'entre les morts avec l'avènement de la génération HD, c'est une autre de ses licences phares, Need for Speed, qui enchaînait les tours de piste sans convaincre. Il aura fallu attendre 2010 et la participation de Criterion Games à un épisode hommage à la sous-série Hot Pursuit pour qu'elle redevienne indiscutable. Avec lui, on pensait la franchise remise sur de bons rails. Mais en 2011, pour une raison qui nous échappe un peu, le géant américain était retombé dans ses travers avec le très expérimental NFS The Run, développé par EA Black Box. Cette année, le studio à qui l'on doit les burn-out est de retour aux affaires. Et parce qu'on ne change pas une formule qui marche, ce dernier titille une nouvelle fois notre fibre nostalgique avec un remake de Need for Speed Most Wanted, un épisode particulièrement apprécié des fans. Voyons si cela est suffisant pour retrouver les sommets. A l'inverse de son illustre modèle, le Most Wanted de cette année ne s'embarrasse d'aucun scénario. Le but est une nouvelle fois de grimper dans la hiérarchie des pilotes clandestins, mais aucune histoire de vengeance ne vient servir de prétexte ici. Le jeu se concentre sur la conduite et rien que sur la conduite, que ce soit lors des différentes épreuves auxquelles on doit participer ou bien de manière plus détendue en parcourant la ville. Qui dit NFS Most Wanted dit en effet monde ouvert, et cette QV 2012 n'échappe pas à la règle. En plus des différents défis auxquels on peut participer après avoir rallié des points de rendez-vous, la contrée fictive de Fairhaven propose logiquement son lot d'objectifs annexes. Dénicher de nouvelles voitures plus ou moins planquées, trouver des points d'échange, défoncer les grilles ou les panneaux publicitaires après un bon saut de tremplin et déclencher les différents radars de vitesse sont autant d'activités qui viennent gonfler la durée de vie du solo. Au-delà de l'hommage au passé glorieux de la franchise, le Hot Pursuit de 2010 a surtout été l'initiateur d'une nouvelle tendance chez EA. Avec l'Autologue, l'éditeur américain a en effet commencé à proposer des interfaces communautaires au sein même de ses jeux. Outre accumuler de l'XP pour déterminer son niveau et comparer ses records à ceux de sa liste d'amis, ce système permettait également de relever des défis à la volée, histoire d'attiser et d'entretenir un maximum l'esprit de compétition. Avec le Most Wanted de 2012, le concept va encore plus loin. L'Autologue 2.0 introduit ici est carrément placé au cœur du game system. En plus de situer notre niveau par rapport à celui de nos amis, les speed points que l'on accumule dorénavant servent de base à la progression dans la campagne solo. Avant de pouvoir défier un pilote Most Wanted et le délester de son véhicule, il faudra en effet accumuler un nombre de points bien déterminé. Participer aux activités annexes de la ville y contribue, même s'il ne faudra clairement pas compter dessus pour espérer atteindre le haut du classement. Afin d'amasser du speed point en nombre, le plus efficace est encore de remporter les épreuves spécifiques à chaque voiture. Au nombre de 5 généralement, elles se répartissent dans une toute petite poignée de catégories. On trouve bien évidemment les traditionnelles courses, qu'elles prennent place sur un circuit ou un parcours à travers la ville, mais aussi des runs de vitesse dans lesquels il faut relier un point A à un point B en conservant une vitesse moyenne suffisamment élevée. Et enfin des embuscades durant lesquelles on doit échapper à la police. Aucun type d'épreuve ne fait doublon, mais cela reste un peu maigre en termes de variété, surtout qu'elles sont souvent réutilisées telles quelles d'une voiture à l'autre. Le jeu souffre donc d'une certaine répétitivité, même si l'agressivité de l'IA, la présence des forces de l'ordre, de ses barrages et de ses herses dans de nombreuses courses permettent de pimenter le tout. Heureusement, à l'inverse d'un Burnout Paradise au moment de sa sortie, NFS Most Wanted permet de recommencer une course à tout moment.
Que ce soit après l'avoir perdue sur le fil ou dès qu'elle commence à sentir le roussi, il suffit de passer par l'Easy Drive, le menu central, accessible depuis la croix, pour retenter sa chance. Ici, point de garage, tout se passe dans le menu. On peut ainsi changer de caisse à la volée. Évidemment, c'est également par son biais que l'on rejoint le mode en ligne. Ce dernier permet à un maximum de 8 joueurs de s'affronter sur une série de 5 épreuves. Le concept d'open world, avec des points de rendez-vous à rallier, est conservé, les développeurs ayant voulu pousser un maximum l'esprit de compétition en octroyant des speed points bonus aux plus rapides. Le souci, c'est qu'un tel choix ne permet pas d'enchaîner rapidement les défis. Même si le temps d'attente est suffisamment court pour ne pas faire retomber la tension, on aurait aimé qu'un mode permette d'en venir aux épreuves de manière plus directe. Car il faut dire que le multi est loin d'être inintéressant et propose des défis plus variés que dans le solo, avec notamment des concours de saut, d'autres où il faut frôler un maximum d'adversaires, ou d'autres encore où il faut occuper une zone le plus longtemps possible, comme dans un FPS. Du très bon donc, d'autant que le jeu ne souffre d'aucun lag. Need for Speed Most Wanted est un bon jeu de course arcade, c'est indéniable. Mais venant de l'équipe à laquelle on doit Burnout Paradise, on en attendait peut-être plus. Plus de contenu, plus de variété, plus que du simple solo en local, plus de générosité en somme, mais aussi plus de maîtrise. Car avant de devenir agréable, le jeu passe par une phase de démarrage assez poussive. Bien reçu, code 3 validé par autorité. La faute à des voitures trop lourdes à prendre en main et à un sol trop souvent détrempé malgré le soleil éblouissant. Malgré ses faux airs de burn-out, avec sa conduite intrépide et la multiplication des takedowns, le jeu propose en effet un pilotage plus fin qu'il n'y paraît. Certes, la victoire passe forcément par un comportement agressif, mais rouler à contresens pour lâcher un peu de nitro de temps en temps ne suffit clairement pas à assurer la victoire. Sans être aussi pointu qu'une simu, le jeu prend notamment en compte les différents revêtements du sol. Faire preuve d'un sens aiguisé du dérapage s'avère donc plus payant que de jouer au bourrin, si bien que certains seront sans doute désagréablement surpris au départ. Mais dans la mesure où cela offre un peu d'épaisseur et une vraie marge de progression, sans nuire aux sensations de conduite et de vitesse propres à la série, il s'agit à notre sens d'un vrai point fort. L'autre souci avec lequel il faudra apprendre à composer vient de l'IA parfois fatigante de la police. Si l'on apprécie son agressivité et sa pugnacité, il faut bien reconnaître que sa capacité à popper gratuitement lors des poursuites s'avère particulièrement éreintante. En nous réfugiant sur les nombreux petits sentiers cachés que compte Fairhaven, le jeu est censé nous offrir la possibilité d'échapper facilement aux forces de l'ordre. Mais même lorsque l'on prend soin de se planquer ou de changer la couleur de sa carrosserie après être sorti de leur champ de vision, elles sont susceptibles de nous retrouver. En cas d'arrestation, il faudra leur faire une croix sur de précieux speed points. Et c'est un peu triste de la jouer petit bras comme ça, mais hors épreuve spécifique, choisir de se faire arrêter s'avère être le meilleur moyen pour continuer à profiter du jeu sans s'énerver contre ce défaut de conception. Vous êtes donc prévenus, NFS Most Wanted est un jeu qui mérite votre attention, mais qui n'est pas dénué de maladresse. Alors là, c'est parfait, hein, on a le concept, faire un énorme buzz, un énorme ramdam, mais là, il faut la matière. Un truc un petit peu mystérieux que tout le monde ne comprend pas de prime abord, comme le coréen, bien évidemment. Et là, j'ai repensé à ma grand-mère ch'ti, qui pour m'endormir le soir me chantait une petite berceuse que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais que j'ai retenu quand même en phonétique. Une petite Corée sympa, et puis bon ben voilà, ça donne à peu près ça. Dare la porto de la glazo, ya pincha tu n'engranierou, per fretar les chula las drollos, que babaize les ritou. Par là-dessus, Mathilde, cale son no life entre les mains. Elle met un coup de vocodeur, comme pour un Todd Dodson, et là c'est énorme. Avec la voix de robot, c'est sûr qu'on va conquérir le monde. Un petit peu comme Robocop, qui étonnamment lui n'avait pas de voix de robot, mais qui a quand même réussi à défendre le monde. Il y a 25 ans, en 1987, sortait Robocop. Le film de Paul Verhoeven remporta immédiatement un succès planétaire, s'imposant comme un classique du film d'action et de science-fiction. Évidemment, on vit rapidement apparaître divers jeux vidéo adaptés des aventures du héros 50% homme, 50% machine, 100% flic.
Dès 1988, Robocop débarque dans les salles d'arcade, dans un excellent run and gun développé par Data East. Comme le film, le jeu se déroule dans un futur proche à Détroit. Statistiquement, Détroit est la ville la plus malfamée d'Amérique, et dans le futur, ça ne va pas s'arranger. Alex Murphy est un brave flic qui, après s'être fait descendre, est retapé par la corporation Omni Consumer Products. OCP va alors transformer Murphy en super flic cyborg, Robocop. Le gameplay de Robocop est simple et efficace. On avance dans les niveaux en tirant sur tout ce qui bouge, éliminant sur son passage tout ce que Détroit compte de malfrats. Les niveaux du jeu suivent globalement le déroulement du film et sont ponctués par des affrontements contre divers boss, parmi lesquels on retrouve bien évidemment le fameux robot ED-209. De temps à autre, Robocop devra prendre part à des sessions au stand de tir où le joueur doit abattre toutes les cibles en temps limité pour augmenter son score. Le jeu est difficile comme le sont tous les jeux d'arcade. On notera que l'on retrouve en bande sonore l'excellent thème de Robocop composé par Basil Poledouris. En plus de la version arcade, l'éditeur britannique Ocean réalisera des portages du jeu sur la plupart des ordinateurs et consoles de l'époque. Ocean conservera également les droits pour réaliser ses propres suites sur machines de salon, indépendamment des productions Data East en arcade. C'est ainsi qu'en 1990, pour coïncider avec la sortie de Robocop 2 au cinéma, Ocean réalise le jeu vidéo éponyme sur Amiga, Atari ST, CPC, Commodore 64, ZX Spectrum et NES. On suit à nouveau les grandes lignes du déroulement du film qui narre le conflit opposant Robocop à Kane, un dealer responsable de la prolifération d'une drogue appelée le Nuke. Lorsque Kane est transformé en super cyborg à son tour, la bataille devient encore plus brutale. La version Ocean de Robocop 2 est un jeu de plateforme action aux objectifs un peu particuliers. En effet, la mission de Robocop dans chaque niveau est de collecter au moins les 2/3 du nuke et de libérer les 2/3 des otages. Pas question donc de tirer à vue car il est possible de tuer les otages. Le jeu est entrecoupé de phases de puzzle. De son côté, Data East met également en chantier un nouveau jeu d'arcade mettant en scène le RoboFlick. Sorti en 1991, Robocop 2 version arcade se rapproche davantage d'un beat'em up, même si l'arme de prédilection de Robocop reste son fidèle flingue. Ici, dégommer tout ce qui bouge reste l'objectif principal. La perspective du jeu change parfois pour permettre à Robocop d'abattre les méchants dans le fond du décor. La progression dans Robocop 2 est entrecoupée de séquences en moto ou voiture où Robocop doit abattre un maximum de camions et d'hélicoptères dans un temps limité. Ces séquences font écho aux exercices de tir du jeu original. En 1993 sort Robocop 3 et évidemment Ocean récidive avec un nouveau jeu vidéo mettant en scène Alex Murphy. Cette fois-ci, Robocop devra affronter les cyborgs ninja de la corporation japonaise Kanemitsu qui tentent de prendre le contrôle de Détroit. Souvent considéré comme le plus mauvais de la série cinématographique, Robocop 3 ne s'en sort malheureusement pas tellement mieux sur console. La version sortie sur Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear et Master System se révèle l'antithèse du fun, la faute à un gameplay lourd et à la limite de l'injouable. Seule exception à ce tableau bien sombre, la version NES, un poil plus intéressante grâce notamment à une très bonne idée, la localisation des dégâts. Par exemple, si les armes de Robocop sont endommagées, elles auront un risque plus grand de s'enrayer. Si ce sont les jambes de Murphy qui sont touchées, il répondra de travers aux commandes du joueur, etc. Le joueur peut réparer les parties endommagées entre les niveaux s'il a collecté suffisamment de bonus en chemin. Robocop 3 donnera également lieu à un jeu plutôt intéressant sur Amiga, Atari ST et PC. Cette version, également connue sous le nom Robocop 3D, était développée par Digital Image Design, un studio plus connu pour ses simulateurs de vol F-29 Retaliator et EF-2000. Cette version se démarque par ses séquences de jeu en 3D, alternant des gameplays très différents. Dans certaines d'entre elles, Robocop doit poursuivre des suspects dans les rues de Détroit au volant d'une voiture. Dans d'autres, il s'agit d'un véritable FPS dans lequel Robocop doit éliminer les terroristes tout en épargnant les otages. Une autre séquence oppose Robocop au ninja cyborg, mais la maniabilité à la Alone in the Dark de cette phase de jeu ne rend pas le combat très palpitant. Lorsque le premier Robocop était sorti au cinéma en 1987, la musique de Terminator avait été utilisée pour les bandes annonces.
Dès lors, il n'est pas étonnant que les deux cyborgs les plus célèbres du cinéma finissent par se rencontrer. En 1992, l'éditeur de comics Dark Horse va réaliser ce crossover en publiant une mini-série Robocop vs The Terminator, écrite par Frank Miller et dessinée par Walter Simonson. Ce comics donnera à son tour lieu à deux adaptations vidéoludiques distinctes. La version sortie sur Super Nintendo, Master System et Game Gear est développée par Interplay et suit l'idée générale du comics. Dans le futur, la résistance contre Skynet menée par John Connor a découvert que la création de Robocop a été décisive dans le développement des intelligences artificielles. Flo, une guerrière du futur, retourne dans le passé pour détruire Robocop mais se retrouve traquée par des Terminators envoyés à ses trousses. La bataille qui s'annonce se déroulera dans le présent de Robocop mais aussi dans le futur. Si la version d'Interplay est un jeu assez correct, la version Mega Drive se révèle bien meilleure. Développé par Virgin à partir du moteur créé par David Perry, le jeu suit un pitch similaire mais propose un gameplay bien plus agréable et surtout une difficulté générale plus gérable. Au fil des niveaux, Robocop affrontera de nombreux ennemis familiers comme le ED-209 ou Robocane. Le jeu surprend également par son degré élevé de gore. L'une des principales qualités du jeu est son arsenal. Les développeurs ont en effet redoublé d'imagination pour doter Robocop d'armes aussi destructrices qu'originales. Il faudra attendre 10 ans pour assister au retour de Robocop en jeu vidéo dans un FPS développé par Titus Software. Il s'agira d'ailleurs du dernier jeu de la société au pédigré déjà lourdement égratigné par la dope Superman 64. Robocop sur GameCube, Xbox et PC est heureusement un bien meilleur jeu, même s'il reste au mieux un FPS médiocre et techniquement dépassé. Avec la sortie prochaine d'un reboot de la franchise au cinéma, peut-être assistera-t-on bientôt au retour de Robocop en jeu vidéo. Malheureusement, entre les premières infos peu rassurantes au sujet du nouveau film et le relooking hideux du flic cyborg, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle. Alors voilà, hein, le tube il est dans la boîte, pile poil. Je me sens déjà sur les rails du succès vers le firmament des étoiles. Alors n'hésitez surtout pas à me lâcher un comment, hein, à liker ma vidéo. Et puis en attendant de se retrouver à Paris-Bercy, ben moi je vous fais des gros bisous plein de succès.